Alors, c'est très impressionnant d'être là, peut-être beaucoup. Donc, je vais vous parler un peu d'hyponatrémie. C'est une maladie classiquement hospitalière, mais qui en réalité est gérée tous les jours en ville. J'en atteste que j'ai tout pompé à ma femme qui est médecin généraliste aussi. Donc, quand Clément vous demande de travailler sur l'anatrémie, passez la flatterie initiale, vous avez ça qui s'affiche dans votre tête, et là, la sueur arrive. Mais en fait, concrètement en ville, donc je lui ai demandé si elle avait des cas, et on a sorti 4. Donc, je vais faire très vite, on les revoit à la fin. Donc, d'abord, une dame de 80 ans qui avait 4 traitements pour l'hypertension artérielle, qui a été voir son cardiologue, qui lui a dit « Madame, il faut maigrir, il faut arrêter de manger, tout ça ». Donc, elle la revoit un mois plus tard avec chute et 124 de natrémie, cas numéro 1. Cas numéro 2, 76 ans, polyarthrite rhumatoïde, diabète, hypertension, plein de traitements, un bilan de routine comme elle en fait tous les 6 mois ou un an, je ne sais même pas. Donc 129 de natrémie, et là, qu'est-ce que je fais? Cas numéro 3, 80 ans, obèse, cancer de vessie, BCG-thérapie, adénome. Lui, bilan, il est fatigué, donc le sodium à 125. Là, c'est plus gênant. Et le cas numéro 4, qui a un peu triché, qui à mon avis n'arrivera pas en cabinet, c'est 27 ans, nausée, un peu confuse, et qui là arrive avec 106 de natrémie et 150 de natriurèse, et qui, elle, n'a pas d'antécédent. Donc ça, c'est des vrais cas, et c'est des vrais gens qui sont arrivés en vraie consultation et qui étaient finalement pas si mal. Donc, je dois faire un préambule sans insulter l'intelligence. Je suis obligé, dans la toponatrémie, de rappeler que la natrémie plasmatique inférieure à 135, c'est ça l'hyponatrémie. Et comme c'est très compliqué la physiologie, en fait, je vais essayer de simplifier. C'est globalement, soit il n'y a pas assez de sel, soit il y a trop d'eau. Et en réalité, le plus souvent, c'est que les reins, ils n'arrivent pas à enlever l'eau en trop. Ça m'a mis 2 semaines. Donc, c'est le trouble ionique le plus fréquent. Donc, ça concerne quand même 8% des plus de 65 ans. Je ne pensais pas que c'était autant. Et la particularité, c'est que les tableaux cliniques, donc nous, quand on a appris nos cours, on a tous appris des tableaux catastrophiques. En fait, ce sont des tableaux très subtils. Et non seulement c'est des tableaux très subtils, mais on est un peu pris au dépourvu lorsqu'on veut chercher des informations. Parce que finalement, les recommandations elles sont un peu dures à trouver. Et c'est normal parce que ça concerne plein de spécialités, donc ils ont du mal à s'asseoir tous ensemble. Et en plus, il y a plein de facteurs confondants et les algorithmes ne sont pas si simples. On va essayer de simplifier au possible. Alors, d'abord, normalement, pas tout le monde. Les facteurs de risque, c'est les patients hypertendus, diabétiques, insuffisants rénaux. En ville, ce sera des personnes qui viennent soit parce qu'elles chutent, elles peuvent avoir un peu de nausée, des petits maux de tête, donc c'est un peu confus, un peu de ralentissement, donc c'est vraiment très frustre comme tableau en ville. La gravité, elle va dépendre de la vitesse d'instauration. C'est sûr que le schizophrène qui va boire 10 litres d'eau, il viendra aux urgences. Mais quand il fait 1 litre, 2 litres ou 3 litres d'eau par jour pendant une semaine, il viendra chez vous. La gravité, elle sera neurologique avec convulsions, coma, engagement. Et le risque du traitement, lui, il est neurologique. On a tous entendu parler de la myélinololyse centropontique. À mon avis, presque personne en a vu. Donc heureusement, c'est rare, mais c'est moche. Moi, j'en ai vu une, effectivement, c'est moche, puisque ça fait une sorte de locked-in syndrome. Traitement de l'hyponatrémie, pareil, on a envie de s'enfuir, mais en fait, simplification au possible. C'est que dans la vaste majorité des cas, la soustraction du facteur déclenchant est suffisante. Si le patient est hypotomane, on lui demande gentiment de boire moins d'eau. S'il boit que de la bière tous les jours, on lui demande gentiment de boire moins de bière. Si le patient a beaucoup de diurétiques, on l'envoie au cardiologue en disant « S'il te plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer un peu les diurétiques ?» Et s'il m'a déshydraté, on le réhydrate. En fait, on a quasiment tout dit. Pour être un peu plus complet sur le sujet, donc le traitement d'urgence, c'est du sel, presque pur, s'il y a des troubles neurologiques, mais c'est les convulsions et le coma. Ça, c'est de l'hôpital. Et du sel et de l'eau, si en plus de ça, la volémie est basse. Et en fait, ce qui se passe tout le temps à l'hôpital, je dis tout le temps, c'est presque tout le temps, c'est les patients sont surtraités. Et donc, par exemple, le potomane qui arrive avec 100 de natrémie, il va se prendre 12 grammes de sel, mais dans le même temps, on leur a arrêté de boire 10 litres d'eau par jour. Donc le lendemain, il aura 135 de natrémie et les gens vont avoir peur, à juste titre. Mais ça, c'est un problème d'hôpital. Du coup, en ville, je pense que le traitement, il est étiologique et donc votre problème, il est diagnostique. Donc, c'est là que ça va être un peu compliqué, parce qu'on peut partir dans tous les sens. Mais il y a des choses très simples. La diapo la plus simple, ce serait celle-ci. Qu'on soit un homme ou une femme, si on est hyponatrémique avant 60 ans, c'est soit qu'on boit de l'alcool, soit qu'on a le médicament qui nous rend hyponatrémique.
Après 60 ans, c'est un peu différent. Pour les garçons, c'est toujours les médicaments. La BPCO, ils ont souvent une BPCO, mais parce que en fait, la BPCO vous donne d'autres maladies. Donc les gens qui ont une BPCO, ils vont avoir l'insuffisance cardiaque, ils peuvent avoir des problèmes rénaux, ils peuvent avoir le cancer. Et voilà, les autres causes, c'est l'insuffisance cardiaque et l'alcool. Les femmes, elles, boivent moins, fument moins, mais elles prennent à peu près autant de médicaments, elles ont à peu près autant d'insuffisance rénale, par contre elles mangent moins que les garçons et donc les femmes sont plus facilement dénutries. Ça, c'est le tableau le plus simple. Chez les médicaments, alors habituellement le numéro 1 des numéros 1 pour donner l'hyponatrémie, ça vous le savez beaucoup mieux que moi je pense, c'est les thiazidiques. Et donc classiquement on dit que l'azidix il donne plutôt des hypernatrémies mais il peut aussi donner des hyponatrémies. Il y a tous les antihypertenseurs quasiment qu'on donne. Bon, les inhibiteurs de rénine, j'ai appris que c'était plus remboursé, donc normalement vous ne donnez plus, c'est ça. Les anti-inflammatoires et ma femme m'a demandé de mettre en gras les antidépresseurs. Et après, il y a tous les trucs, toutes les chimiothérapies. Voilà. Après, il y a les algorithmes. Alors les algorithmes, on va faire simple. Ça n'a pas l'air simple, on va faire simple. Déjà, il y en a qu'on va barrer. Donc il y a lui, là. Il y a les pseudo-hyponatrémies avec l'histoire d'hyperlipidémie, d'hyperprotéinémie. En fait, ça n'existe plus puisque maintenant les machines, elles dosent le bon truc. Donc l'osmolarité plasmatique qui vous est donnée par le labo, normalement, elle est bonne. Ensuite, il y a celle qui est hypertonique, mais à la rigueur, on s'en fiche un peu puisque le seul message de cette histoire d'hypertonique, là, c'était de dire qu'il convient de connaître cette formule qui, même en ville, peut marcher. Alors, si on ne la connaît pas, on va sur Internet. En gros, c'est de dire qu'un malade qui a un diabète décompensé, quand il viendra avec son bilan, il aura aussi une hyponatrémie. Et donc en réalité, il n'a pas deux maladies, il n'en a qu'une seule, puisque lorsqu'on calcule la natrémie corrigée, en fait, le sodium est normal. Nous, c'est tout le temps à l'hôpital. Le malade, il arrive avec 20 ou 30 millimoles de glycémie, et on commence à se poser la question du 115 de natrémie, en fait, quand on fait la formule, la natrémie est normale. Donc après, on passe aux vraies hyponatrémies, qui sont celles qui sont hypotoniques. Alors, premier cas, le malade il est bouffi d'œdème. Alors s'il est bouffi d'œdème, finalement, c'est diagnostic des gens qui sont bouffis d'œdème. Il a soit une insuffisance cardiaque, soit une cirrhose, soit un syndrome néphrotique. Si on veut pousser le vice, il aura aussi une natrémie qui sera basse. S'il est bouffi d'œdème, mais qu'en plus il fait pipi du sel, c'est qu'il a un vrai problème à son rein, il a une vraie néphropathie, c'est un problème de néphrologue. Donc, l'hyponatrémique bouffi d'œdème, c'est de l'hyperaldostéronisme secondaire, c'est cirrhose, insuffisance cardiaque ou syndrome néphrotique. On a l'autre situation qui est facile, c'est le malade qui est tout déshydraté. Et donc là, il a plusieurs manières d'être très déshydraté. Soit hyper par les reins, et auquel cas, ça sera les diurétiques, l'insuffisance minéralocorticoïde. On aura l'algorithme. De toute façon, on ne peut pas vivre sans l'algorithme. Donc, soit il perd par les reins et il fait pipi du sel, soit il ne perd pas par les reins. Et donc, en général, quand on ne perd pas par les reins, on perd par le tube digestif. Et là, il aura le sel urinaire qui sera bas. Et donc, ça sera diarrhée, vomissement, simplex. Là où la situation est un peu pénible, c'est lorsque finalement, le patient il a l'air ni très déshydraté, ni très œdémateux. Et alors là, on a les familles de diagnostics qui sont un peu plus vicieuses, à part celle-ci qui est simple, qui est la polydipsie. Il y a le SIADH, où on s'en fout. Le diagnostic est simple, c'est en fait l'organisme, pour une raison X, va se mettre à sécréter de la vasopressine, donc de l'hormone antidiurétique, et donc il va faire tout pipi sauf l'eau. Et cette sécrétion va être complètement indépendante de l'osmolarité et de la volémie. Donc, il garde l'eau, mais il fait pipi tout le reste. Donc, il a une tonicité plasmatique qui va être faible, il va être vraiment hyponatrémique. Mais comme il fait quand même pipi le sel, la natriurèse et la tonicité urinaire vont être élevées. Et donc, le SIADH, c'est pareil. Quand on regarde qu'est-ce qui donne le SIADH, on a des grands tableaux. Je pense que vous aurez les présentations. Moi, je vais voir ça quand je... Et en gros, c'est les cancers, les maladies du poumon et les maladies du cerveau. Mais voilà, famille du SIADH, il y a quand même énormément de choses. Dans la diapo d'avant, il y avait tous les critères classiques qui sont dessus, qu'on ne va jamais chercher.
mais on va s'en tirer avec ça. Et je pense que même encore plus souvent, c'est cancer ou maladie pulmonaire. Après, il y a l'insuffisance surrénalienne. Normalement, c'est un diagnostic que vous n'aurez pas à faire très souvent. Mais là, l'idée est à peu près la même. C'est-à-dire que lorsque le cortisol baisse, eh ben, il va y avoir les effets de la baisse du cortisol que vous connaissez aussi bien que moi, hypoglycémie, hypovolémie. Et il y a l'histoire de l'aldostérone qui, quand elle va baisser, va s'accompagner d'une natriurèse, d'une hypovolémie, donc d'une hyponatrémie. Et dans ces cas-là, parfois, l'hyponatrémie peut être le premier symptôme. Le seul truc intéressant de la diapo, je pense que l'insuffisance surrénalienne primaire, c'est quand même pas tous les jours, c'est l'insuffisance surrénalienne secondaire des gens qui prennent des corticoïdes et qui ont un stress. Et en fait, c'est des tableaux nettement moins brillants et qui n'ont pas le déficit en aldostérone. Après, il y a l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, elle fait partie de tous les algorithmes diagnostiques, mais en fait, c'est par excès. Parce que lorsque la TSH monte de 10 unités, la natrémie baisse de 0,14. Et moi, je ne regarde pas souvent les TSH, mais ma femme m'a dit que 10 unités de TSH, c'était quand même déjà beaucoup. Et donc, voilà. Et dans ce cas, l'hyponatrémie va être associée au myxœdème. Et donc, l'explication à apporter, c'est que c'est la diminution du débit cardiaque et de la filtration glomérulaire. Et là, j'avance un peu. Il y a bien un petit futé qui va me dire, mais le myxœdème, ça ne prend pas le godet. Et normalement, l'insuffisance rénale, c'est je ne sais pas. Voilà. La réponse est je ne sais pas. Alors, on m'a demandé de faire un truc un peu up-to-date, donc je suis obligé de faire un peu up-to-date. Donc l'algorithme a changé. Il a changé, c'est juste qu'ils ont inversé ça et ça. C'est-à-dire que dans la diapositive d'avant, l'osmolarité urinaire, c'était dans les sous-catégories, et l'hypovolémie, c'était au départ. Ils ont inversé. Pourquoi est-ce qu'ils ont inversé? Parce qu'ils ont dit que évaluer la volémie, c'était un truc de spécialiste. C'était trop compliqué de voir si un malade il était hyponatrémique, hypervolémique. C'est pas complètement idiot. C'est vrai que nous, en soins intensifs, on passe notre vie à savoir s'ils sont trop pleins ou trop vides, mais c'est peut-être un peu un excès. Et surtout, il y a cette mesure-là, l'osmolarité urinaire, qui est pas si simple que ça. Donc, ma femme m'a demandé, mais tu gardes les urines 24 heures? Je lui ai dit non, un échantillon devrait suffire. Mais pour avoir essayé de la faire ici aussi, c'est pas si simple, c'est jamais le bon tube qu'on prélève. Donc, il y a un nouvel algorithme qui est basé sur l'osmolarité urinaire. Et l'hypovolémie ne vient qu'après, donc je vais vous le détailler un tout petit peu. Mais quand même, au départ, ils ont mis l'hyponatrémie, et la première chose qu'ils ont dit, c'est ma première diapo quasiment, c'est penser à l'hyperglycémie et à la formule de la natrémie corrigée. Normalement, ça règle déjà beaucoup de problèmes. Puis après, si réellement c'est une hyponatrémie hypotonique, là, on va se poser la question de l'osmolarité. Si l'osmolarité elle est basse, donc il n'y a que de l'eau dans le pipi, c'est que la personne elle a pris que de l'eau ou de l'équivalent d'eau, donc de l'eau ou de la bière. Et s'il y a plein de choses dans le pipi, eh ben, il faudra voir s'il y a du sel ou s'il n'y a pas de sel. Et donc, s'il n'y a pas de sel, c'est le fameux hyperaldostéronisme secondaire. Donc on retrouve là l'insuffisance cardiaque, la cirrhose et le syndrome néphrotique. Et ECF, c'est les œdèmes. Donc peu de sel et des œdèmes, c'est le truc. Et peu de sel et pas d'œdème, ça revient au même en fait. L'algorithme est exactement le même, sauf qu'ils ont changé de place l'hypotonie et la natriurèse. Bon, on s'en fout un peu des algorithmes. Du coup, il s'agit de demander un truc un peu pratique lorsqu'on a une hyponatrémie. C'est on a le malade qui a une hyponatrémie. Donc, déjà, vous avez un premier bilan avec l'hyponatrémie. C'est qu'est-ce qu'on fait d'autre comme bilan? Donc, il semble raisonnable de faire la glycémie. En général, vous l'avez, quoi. Pour le calcul de la glycémie corrigée. L'osmolarité, pour vérifier qu'il s'agit bien d'une fausse hyponatrémie. Mais normalement, tout ça n'arrive plus parce que les machines sont plus perfectionnées. Mais bon, doser les triglycérides et les protides, ça peut arriver. Et surtout, l'osmolarité urinaire, parce que l'osmolarité basse, c'est qu'il y a trop de flotte. Et l'osmolarité élevée, c'est tout le reste. Ensuite, le sodium urinaire. Globalement, si la natriurèse est basse et que le malade n'est pas en train de se vider de partout, c'est qu'il a soit une insuffisance cardiaque, soit une cirrhose, soit un syndrome néphrotique. Et le iono sanguin pour l'insuffisance rénale. Donc, en faisant le diaporama hier à ma femme, elle m'a dit « Tu crois vraiment que je vais l'envoyer se faire 2 prises de sang ?»
Donc, ce deuxième intention devient en pratique une première intention avec la TSH, le cortisol. Par contre, le scanner vient peut-être plus tard. Donc, normalement, après, on va reprendre les cas cliniques. Et on reprend les cas cliniques avec le même mode de raisonnement. On va prendre la dame qui a 80 ans, qui a 4 traitements antihypertenseurs, qui a suivi scrupuleusement le régime de son cardiologue, qui a maigri et qui chute et qui vient vous voir. Donc, chez elle, est-ce que ça peut être l'hyperglycémie? Ouais, pas diabétique, peu probable. Est-ce que si on fait un IONO-U et une osmolarité urinaire, ils vont être comment? En toute vraisemblance, ils vont être élevés. C'est le problème, c'est les facteurs confondants. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des diurétiques, la natriurèse, en fait, on la met. Est-ce que c'est iatrogénique? Elle a 18 médicaments, elle a suivi scrupuleusement un régime qu'on lui a. Donc c'est quand même très probable. La thyroïde, c'est non. Elle a le droit d'avoir une hypothyroïdie à 80 ans. Mais de là à devenir aussi hyponatrémique, c'est certainement pas ça. Les surrénales, elle a le droit d'avoir un adénome de cône, une insuffisance surrénale à 80 ans. C'est possible, mais c'est peu probable. Le SIADH, lui, est toujours possible. Lui, c'est quand même le truc un peu méchant. Et le scanner, je ne l'aurais pas fait encore. Je ne sais pas vous. Le cas suivant, donc la dame, elle a 76 ans, une polyarthrite rhumatoïde, un diabète non insulinodépendant. Elle a le Pritor Plus, et vous savez sans doute mieux que moi que le plus, c'est le thiazidique. Le cardégique, le métogèque, bon, elle a quand même pas mal de trucs ennuyeux. Donc. L'hyperglycémie, elle est diabétique, on peut la vérifier, elle peut avoir un diabète déséquilibré qui s'accompagne d'un ionogramme anormal. Vraiment, l'histoire anatrémie corrigée, aux urgences, c'est à chaque fois. On est toujours appelé pour décompensation diabète et hyponatrémie, et le simple fait d'avoir fait le calcul de la formule, on est tranquille. Donc là encore, la iatrogénie chez cette dame, elle est quand même assez probable. Les surrénales, c'est possible, elle a du courtensil, ça peut arriver. Le SIADH, pareil, c'est comme il y a tous les cancers et que maintenant, je pense que vous faites un diagnostic de cancer par jour, jamais à l'abri. Et le scanner, je ne l'avais mis pas encore, mais c'est peut-être discutable. L'autre, il est plus costaud. Il a 80 ans, obèse, il a déjà fait un cancer, il a déjà eu droit à la BCG thérapie, il a l'adénome de prostate, lui, il arrive avec 125 de natrémie. L'hyperglycémie, c'est possible, on a le droit de lui découvrir un diabète à celui-là. L'osmolarité, je ne sais pas, ça peut donner tout et n'importe quoi. La iatrogénie, elle est extrêmement peu probable parce que c'est un monsieur qui ne prend pas de médicaments. La thyroïde, encore une fois, non. Les surrénales, encore une fois, on aurait dit peu probable. C'est quand même rare, même quand on a les incidentalomes surrénaliens, de tomber sur une insuffisance corticotrope. En revanche, lui, il a le droit d'avoir son cancer. Et lui, on a vraiment le droit de chercher le SIADH. Et donc, auquel cas, là, dans le bilan, vous tomberez facilement sur une natriurèse élevée et une osmolarité urinaire élevée. Donc, à la rigueur, c'est un des take-home messages, c'est l'hyponatrémie du SIADH, c'est la natriurèse, elle est élevée. Pour rester simple. Et donc, lui, scanner, oui, et pour la petite info, ce patient qui est un vrai patient est revenu avec un PSA très élevé. Donc, la dernière, qui est un peu drôle, elle, je l'ai triché, en fait. Je l'ai piqué là. Donc, elle est intéressante parce que c'est une jeune de 27 ans qui confuse et nausée, qui avec une natrémie très très basse et une natriurèse très élevée, aucun autre antécédent. Donc elle, si on devait réfléchir avec le même petit tableau, est-ce qu'on pourrait découvrir un diabète? Oui. Donc ça ne sera probablement pas le seul signe, la natrémie, mais on peut être amené à découvrir un diabète, c'est un des éléments qui va pour. Le IONO-U, tout est possible chez elle. La iatrogénie, elle est possible, elle est jeune, elle a 27 ans, elle fait partie des populations qui soit ont des troubles psychiatriques, soit prennent des drogues récréatives, et donc il y a quelques drogues récréatives où je ne suis pas expert, mais qui peuvent donner des hyponatrémies, ça il faut le savoir. Voilà. La thyroïde, c'est possible, elle est jeune. Les surrénales, c'est possible, elle est jeune. Le SIADH, c'est un diagnostic d'exclusion, c'est comme ça qu'ils avaient mis dans le New England, mais parce que c'est le plus rare des autres. Ils avaient dit que c'est le plus rare de tous les autres qui sont plus fréquents. Et le scanner, c'était oui, et donc cette patiente avait un adénome des surrénales. Et donc c'était un diagnostic de maladie additionnelle. Bon, en conclusion, je crois que j'ai été rapide. C'est une pathologie qui est fréquente et en ville et à l'hôpital. Bon, à 8%.
Par chance, les causes les plus fréquentes sont en rapport avec un antécédent que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que, normalement, la réponse, elle est sur le dossier. C'est rare que le malade ait une nouvelle maladie, finalement. Quand ça devient compliqué, bah, vous faites comme tout le monde, allez voir les algorithmes. Il faut être honnête. Et le plus souvent dans votre pratique quotidienne, la suppression du facteur déclenchant devrait régler le problème. Et le plus souvent, ça sera quand même les diurétiques qui seront probablement un petit peu trop forts. Donc, puis voilà, merci de votre attention. En gros, c'est une maladie qui va être très fréquente, mais je pense que 8 fois sur 10, ça sera un excès de diurétique chez vos patients, ou alors ils sont déshydratés, ou il a fait chaud, ils ont continué à prendre leur diurétique. Enfin, ça sera toujours de la faute des diurétiques. Merci. Merci. Oui.